Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 12 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de la bête, Yannick Lévesque. J'espère que tu vas bien, mon ami. Ah, je suis en pleine forme, dangereusement en forme. Moi, j'aime ça aujourd'hui parce qu'il y a du golf aussi. On peut suivre le golf. Tu sais, je sais que toi, tu n'aimes pas ça, mais moi, j'aime ça. Le Masters, c'est spécial. On en a parlé beaucoup hier. Là, c'est déjà commencé. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est à la télé sur RDS2 et RDS Info, parce que sur RDS, c'est évidemment le Masters qui a débuté ce matin. Oui, et on vous salue les gens qui nous suivent à la télé, mais on salue également nos réguliers, nos fans du premier moment, ceux qui étaient sur le podcast, parce que On Jase est un podcast. D'ailleurs, à la télévision, vous allez vous en rendre compte, un podcast, ça n'a pas de pause, ça continue tout le temps, alors qu'aux alentours de E22, je pense, à peu près, vous allez voir, à la télévision, on va quitter, on va aller en pause, il y aura E23, bon, on me corrige, E23, et il y aura un Sport Flash, et vous allez revenir à la télé par la suite à E30, puis on essaie de faire des pauses qui ont du sens pour les gens de la télé, mais un podcast, c'est toujours en continu, donc vous pouvez faire le choix de nous suivre à la télévision ou sur nos plateformes, le rds.ca, le Facebook On Jase ou le Facebook de RDS. On va être là pendant toute votre heure de lunch. Et si jamais vous manquez des bouts, bien sûr, vous pouvez nous rattraper sur n'importe quelle plateforme de podcast, Spotify, YouTube, toute la patente. On est là un peu partout. Si vous ne nous trouvez pas, je vais vous le dire, là, c'est parce que vous faites exprès, parce qu'on est facile à trouver à part de ça. Yannick, gros show aujourd'hui. On va parler avec le Doc Guimond. Le Doc Guimond qui est un ami à toi personnel. Moi, j'ai fait affaire avec sa conjointe pour diagnostiquer, il y a 4 ans, que j'avais des poux dans la tête. Rien de sérieux, juste un TDA. Et on va parler avec Éric Bélanger, un autre qui est certainement affecté mentalement. On va le rejoindre tout de suite. Salut, Éric. Salut, les boys. Mais ça va? Comment est-ce qu'il va, notre Éric? Hein? Ouais. Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Ça te scandalise pas trop que je dise que tu es affecté mentalement? Non. Non. Je le suis. Non. Et je m'assume. Non, mais de toute façon, Éric, sais-tu quoi? Il y a quelque chose en commun avec notre prochain invité, avec Sylvain, aujourd'hui. Les trois, on le connaît bien. Puis les trois, on l'a déjà consulté, puis il nous a aidés à quelque part dans notre vie. Fait que c'est ça qui est le fun aujourd'hui. Ah non. Correction, moi, il n'a pas voulu. C'est sa femme qui m'a traité. Moi, j'étais trop élevé pour lui. Hey. Ouais, c'est ça. Quand c'est des cas graves, ils les envoient à Joanne. Il était trop découragé, Martin. Oh, alors, ouais, c'est ça. Moi, comme je disais à Martin tantôt, on s'est parlé en préparation pour l'émission. Puis c'est ça, je disais à Martin que j'adorais le Doc. Moi, il m'a aidé. Malheureusement, seulement à la fin de ma carrière à Edmonton, comme je disais à Marty, j'aurais aimé ça l'avoir plus de bonheur dans ma carrière. Lorsque moi, j'ai commencé, j'ai été répété. Ben, pourquoi? Parce que ça m'aurait aidé. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, là, j'ai été drafté dans la Ligue nationale en 96. J'ai monté professionnel l'année d'après. Tu as 18 ans, tu es dans la Ligue américaine, tu es avec Michel Therrien. Après ça, j'ai eu Bruce Boudreau pendant 2 ans. Il m'a dit en affaire, j'aurais eu besoin d'un psychologue. Parce que tu es dans le néant, tu es jeune. Moi, je suis parti jouer dans la Ligue américaine à Fredericton. Je parlais pas 12 mots en anglais. J'ai été chanceux parce que Michel Therrien parlait français. On avait beaucoup de Québécois là-bas, mais plus que ma carrière avançait, plus que je devais me débrouiller, je l'ai fait, puis je suis chanceux, puis j'ai appris une autre langue. Mais de commencer dans la Ligue nationale en 1999-2000, je crois, on n'avait pas de psychologue. On ne pouvait pas parler de nos émotions. On n'avait pas le droit d'avoir de la peine. On n'avait pas le droit de... quand tu étais à l'aréna, là, tu ne pouvais pas avoir rien là, qui allait pas bien entre les deux oreilles. Puis tu pouvais pas... C'était pas bien perçu. Je l'ai vécu plus tard dans ma carrière. Oui, vas-y, Yannick. Si tu le permets, là, puis Martin, je pense que je t'ai déjà raconté l'histoire, mais je vais juste raconter un peu comment ça s'est passé, parce que moi, je dis tout le temps dans la vie, tu sais, souvent, ce qui fait des grands hommes, c'est quand on reconnaît qu'on a besoin de jaser, de consulter et tout ça. Et Éric, c'est précisément son cas, puis moi, ça m'a vraiment impressionné, parce que Éric, on se connaissait pas. À l'époque, je faisais des reportages pour... c'était une émission qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a tenu l'antenne à RDS 2 saisons, L'Entracte.
Entracte. C'était un peu l'ancêtre de Hors-jeu 2.0, là, mais je faisais cette émission-là seul et j'avais une chronique dans cette émission-là avec Sylvain Guimond qui, lui, rencontrait un joueur qui avait vécu des situations particulières. Et là, dans le cadre de ce tournage-là, moi, on s'en va en Alberta, on tourne à Edmonton et à Calgary. Et moi, j'ai une entrevue de prévu avec Éric. On a fait un tournage chez toi à l'extérieur. Ça avait été le fun au bout. Mais Sylvain n'était pas prévu à Edmonton du tout parce que l'entrevue de Sylvain était à Calgary avec Théorène Fleury qui racontait un peu tout ce qu'il avait vécu par tout ce qu'il avait passé. Et lorsque je tourne chez Éric le matin, je lui raconte que Sylvain Guimond est avec moi puis que c'est un psychologue sportif. Puis là, il est à l'hôtel parce qu'il tourne avec Fleury plus tard dans la semaine et tout ça. Éric, on fait tout le tournage et il me dit... Hey, j'aimerais ça lui jaser, j'aimerais ça lui parler. T'es-tu quand même organisé de quoi? J'ai dit, écoute, il est à l'hôtel, je vais l'appeler. Puis là, la suite vous appartient. Vous avez, je pense, Sylvain est allé te rencontrer, puis ça a parti comme ça. Vous êtes devenu, je pense qu'il est devenu ton psychologue sportif personnel là, pour le reste de ta carrière. Oui, puis en ce moment, je peux l'appeler mon ami. Tu sais, j'aimerais ça le voir plus souvent. La vie va vite, là, mais Sylvain est définitivement devenu un ami à moi. Il m'a aidé les 2 années que j'ai été à Edmonton. Je veux pas savoir comment ça aurait été sans lui, parce que mes 2 années à Edmonton, les gens savent que ça a été plus difficile. Ces 2 années-là, ça a été la fin de ma carrière. Sylvain a été là. Il a été là après ma carrière. Il était bon pour toi. Il était bon pour moi. Non, mais... non, mais... Oui, non, ça, je peux pas... J'aurais peut-être pas tapé 2 ans s'il n'avait pas été là. C'est ça. Après ça, j'ai vécu... j'ai rencontré le doc, puis moi, il m'a resté 2 ans, c'était fini. Il m'a achevé. Le doc m'a achevé, mais tu en parleras tantôt. Tu sais, là, on en rit, là, j'en riais pas dans ce temps-là, mais tu sais, j'ai vécu la fin de ma carrière, une séparation, un déménagement de la Floride à revenir au Québec. J'ai vécu beaucoup de choses, puis Sylvain a été là pour m'épauler dans ces situations-là. Puis il est toujours là. Si je le texte, là, puis j'ai besoin de lui, il va m'appeler dans la même journée. J'ai rencontré cet homme-là, puis ça a été incroyable. Éric, ce qu'on va faire là, vers la fin de ton segment, on va le rentrer, Sylvain. Vous allez pouvoir vous jaser un peu. On va en profiter pour jaser tous les 4. On va parler de nos segments de hockey, mais on va y revenir un peu avec Sylvain. Puis je sais qu'il nous écoute, là. Donc, il y aura l'occasion d'intervenir avec toi tantôt, comme on le fait à l'occasion à On Jase. Mais avant, on va parler de hockey un petit peu. On va parler des nouvelles, de ce qui se passe. Puis un des sujets qui retient beaucoup l'attention, puis Martin, on en a parlé cette semaine quand même pas mal, entre autres avec François Gagnon, en ce qui a trait le protocole de retour au jeu dans la Ligue nationale. Il y a plein de points à régler. Là, encore ce matin, la division canadienne, ça semble être presque réglé. C'est acquis. On s'enligne vraiment vers ça. Mais le point qui risque d'accrocher énormément, c'est au niveau salarial. Parce qu'il y a une entente existante entre la Ligue et l'Association des joueurs pour permettre aux joueurs d'avoir leur plein salaire. Là, si on a une saison de 48 matchs, la Ligue nationale voudrait revenir à la table des négociations et de s'entendre avec les joueurs sur un prorata, là, une paye au prorata. Éric, tu as eu l'occasion de discuter avec quelques joueurs, tu en as jasé. Toi, tu es un ancien joueur. Tu vois ça comment, toi? Ben moi, je l'ai vécu. Hein. J'ai vécu le lockout de 2004, j'ai vécu le lockout de 2012. Je suis bien placé pour savoir ce que les joueurs peuvent peut-être... C'est un petit peu similaire à ce qu'on a vécu dans un lockout. Parce qu'en ce moment, là, je peux dire, les gars sont dans le néant. Ils n'ont aucune idée s'ils vont recommencer à jouer le premier. Ils n'ont aucune idée s'il va y avoir des bulles. Ils n'ont aucune idée s'il va y avoir des divisions canadiennes, new-yorkaises, californiennes. Je te le dis, là, c'est du gros n'importe quoi. Là, on va arriver là, à la dernière minute. Il va falloir tout régler. Puis les joueurs, comme d'habitude, on va toujours vouloir jouer au hockey. On va signer en bas de la feuille. Puis... ils vont se retrouver qu'ils vont faire 50 40 30 de moins sur leur salaire. Parce qu'on va se le dire, s'il n'y a pas de monde dans les estrades, là, une grosse partie des revenus de la Ligue nationale, c'est le monde qui s'en vont voir les matchs au guichet. Je ne sais pas comment ils vont faire pour être capables de payer les joueurs, surtout qu'on a eu de la misère à le faire dans le dernier droit avec les séries éliminatoires. Moi, je l'ai vécu où ce que... depuis l'implantation du cap salarial de 2004, j'ai jamais eu mon plein salaire année après année. C'était toujours 10-12. Et des fois, ça pouvait s'approcher de 15-20 de moins sur nos salaires. Pas en train de me plaindre, là. Mais dis ça à n'importe qui. Les 4 prochains mois, je vais t'enlever 20 de ton salaire. T'as pas un mot à dire. Dans n'importe quel domaine, ça c'est l'escroc? Oui.
C'est l'escroc, exactement. On mettait notre argent en fiducie. Il y avait toujours des projections à tous les 3 mois. Puis à tous les 3 mois, on se réajustait dépendamment des revenus total de la Ligue nationale. S'il y avait une projection que ça allait, je te donne un chiffre, 2 milliards à la fin de l'année, puis ça finissait à 1,6, bien, on redonnait aux propriétaires de la Ligue nationale la différence pour atteindre l'objectif que la Ligue et les joueurs s'étaient fixés en début de saison. Puis moi, de 2004... ça veut dire que s'il manquait... Bien, s'il manquait... Ça veut dire que s'il manquait 400 millions, c'était 200 millions vous autres, 200 millions eux autres. Ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, de 2004 jusqu'à temps que j'ai pris ma retraite, je peux pas dire que j'ai une année que j'ai fait de mon salaire au complet. Mais moi, ce que je voudrais rajouter là-dessus... De le faire. Non, je suis d'accord. Mais tu sais, hier, en plus, je me suis affiché en disant... Je comprends les joueurs. J'ai tout le temps été du côté patronal. Là, hier, j'ai dit à François Gagnon, je comprends les joueurs parce qu'ils ont signé une entente en disant on va venir faire tes séries dans une bulle, mais on ne veut pas se faire couper pour les saisons futures. Je vais prendre quand même, je vais jouer à l'avocat du diable. La Ligue nationale de hockey et les joueurs, présentement, ne sont pas en conflit de travail. Ils ne manquent pas du hockey parce qu'ils ne s'entendent pas sur un conflit de travail. C'est une pandémie qui fesse tout le monde. Je veux dire, à la radio, il y a eu des coupures. À la télé, il y a eu des coupures. Tout le monde, dans le monde entier, perd de l'emploi. Fait, autant hier, je me disais, les joueurs ont signé un deal, il faut que les propriétaires le respectent. De notre côté, je me dis, il faut que les propriétaires et les joueurs se disent, écoute, on vit quelque chose d'exceptionnel, il faut se donner la main pour que notre sport ne mange pas trop une claque. Donc, on est à 50-50 dans le bonheur d'un profit, soyons à 50-50 dans le défi puis dans la perte. Fait qu'autant hier, je me rangeais du côté des joueurs parce que je trouve ça chiant maudit qu'ils aient signé un deal puis qu'on ne le respecte pas. Autant je me dis, hey, let's go, donnons-nous la main et faisons équipe là-dedans au lieu d'être des adversaires devant la pandémie. T'sais. Bien, c'est sûr qu'il faut qu'ils respectent ça, puis c'est ce que les joueurs veulent. T'sais. En tant que joueur de hockey, là, l'année en 2004, je m'en rappelle toute ma vie parce que je pense que c'est ma 3e année dans la Ligue nationale où on a perdu une année au complet. Puis il me semble que c'était Bob Goodenhall dans ce temps-là. Puis jamais on va accepter le cap. Puis on s'est rangé derrière lui. Puis finalement, on a eu le cap. Puis j'ai perdu un an de hockey. Fait que oui, c'est pas une situation pareille parce que c'est pas un conflit de travail. Puis on est dans une pandémie en ce moment. Puis les deux côtés savent pas où ils s'en vont, là, honnêtement. Gary Bettman ne sait pas plus. Puis les joueurs, l'association des joueurs, n'ont jamais vécu ça. Donc c'est le moment opportun pour se serrer les coudes, comme tu dis, Martin, de faire en sorte que tout le monde soit capable de toucher à son argent, mais c'est impossible, à moins que les propriétaires pigent dans leur poche pour payer les joueurs au complet. S'il n'y a pas de partisans dans les estrades et une saison régulière de 82 matchs, je vois pas comment que les joueurs vont être capables de toucher à 100 de leur salaire. Oui, on va faire l'escroc, mais comment on va être capable de calculer l'escroc, la fiducie, sans savoir le nombre de gens qu'on va pouvoir recevoir dans les arénas au guichet? C'est impossible à dire en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de fignoler ça, mais c'est pas évident pour personne. Non, effectivement, c'est pas évident. Puis c'est tellement compliqué qu'à un moment donné, tu as le bon sens qui veut embarquer. Puis je suis convaincu que les joueurs aussi sont sensibilisés par ça. Mais en même temps, si tu veux protéger tes acquis là-dedans, puis de l'autre côté, tu as les propriétaires certains propriétaires, je suis certain qu'à Montréal, au Canada, on menace pas comme ça, mais il y a certains propriétaires d'équipe qui doivent dire, bien, parfait, s'il faut que je paye les gars full, bien, nous autres, on joue pas. Fait que ça va régler le problème parce que je peux pas avoir de spectateurs. Fait que, tu sais, on s'en va, là. En tout cas, j'avais une discussion ce matin au téléphone avec Guy Boucher, on parlait de ça, puis on s'en va, je pense, dans une zone très, très sinueuse au cours des prochaines semaines. Tant mieux si ça se règle vite, mais j'ai vraiment l'impression, moi, qu'on va s'enfarger et que ça va être compliqué. Puis tout ça va faire qu'on ne jouera pas au hockey au début janvier. Je suis convaincu. Ça va aller plus tard que ça, le temps qu'on règle tout ça. Puis ça, c'est mon opinion. Là. Je serais très surpris, mais pourquoi la NBA ont été capables de le faire aussi rapidement, aussi facilement, puis tout le monde est content? Pourquoi la NBA est toujours les premiers... quand il y a quelque chose qui arrive, ils sont toujours les premiers à trouver à régler un problème. La question de bulle à Orlando ils ont été sharp, ils n'ont pas eu... Je pense que ma mémoire est bonne, je ne crois pas qu'ils ont eu beaucoup de cas. Là, ils ont déjà réglé qu'ils recommençaient la saison, c'est quoi, le 25, le 24 décembre, chose comme ça. La NBA, ils sont capables de le faire. Pourquoi la Ligue nationale, ça brette toujours? Tout le monde va régler le problème, puis la Ligue nationale va arriver à la fin encore une fois. Il va y avoir plein de monde qui ne seront pas contents. Ah ouais, puis ils peuvent pas se permettre, l'équipe qui va dire, moi, ça m'a coûté moins cher de ne pas jouer que de jouer sans spectateurs.
c'est plate, mon chum, mais ça se peut que ton club ne réouvre jamais. Tu comprends-tu? Ça se peut que tu crées un désintéressement total et complet puis que tu ne sois plus capable de ramener personne, point final. Fait que, regarde, tu étais là quand tu en faisais de l'argent. Faut que tu sois là quand tu n'en fais plus puis que tu en perds parce que c'est mondial ce qui se passe, c'est pandémique. Tu n'es pas le premier. Puis toi, malheureusement, tu es chanceux, tu es assis sur des millions puis des millions puis des millions. Mets ta main dans tes poches puis let's go, Digedin. Je serais très surpris qu'il y ait des équipes. Parce qu'après ça, comment tu vas revenir de ça? Comment tu vas avoir le respect des joueurs qui sont dans ton vestiaire? Même ceux-là, ils veulent juste jouer au hockey. Les autres dirigeants, les autres propriétaires autour de la Ligue, comment tu vas faire pour... non, moi, je serais très, très, très surpris. Puis je suis persuadé que la Ligue nationale, Gary Bettman ne laisserait jamais faire ça. Hey, je veux te faire rire, Éric puis Yannick. C'est sur notre site... si tu veux, un site, le site web SAR, si on veut, ou le petit frère de RDS, Balcourt, sortait un article aujourd'hui sur Jack Hahn, qui a coaché avec Sheldon Keefe avec les Marlies de Toronto, puis qui dit n'est pas loin le jour où on va tenter l'expérience de jouer 3 défenseurs, 2 attaquants, parce qu'on est tout le temps avec les statistiques avancées en train d'essayer de chercher des nouvelles stratégies pour l'emporter sur l'adversaire. Toi, coach, si à un moment donné, tu arrives dans une game et il y a 3 defs, 2 attaquants à la glace, tu fais-tu bonne idée ou je vais te passer sur le corps, mon temps? Je colle un time-out puis je pars à rire. C'est ça que je vais faire. C'est garanti. Hey, je n'ai parlé, c'est drôle que tu en parles, Martin. J'en ai parlé avec un de mes assistants coach parce que je n'ai parlé dans des podcasts auparavant que moi, j'ai avec deux assistants qui sont plus jeunes, sont plus justement la nouvelle mentalité des analytiques. Puis on s'ostine pas mal parce que moi, je suis old school. Je commence à embarquer dans la vague un peu, mais je suis pas vendu bien. Moi, je suis plus un gars de feeling. Je suis capable de voir que mon goaler a été pourri. Je suis capable de voir que mes défenseurs ont été pourris. Puis c'est comme si on cherchait de quoi. Là. On veut réinventer de quoi pour se mettre ça à map. Ah ouais. Là, moi, là, je suis arrivé avec quelque chose de nouveau. Puis écoute, 3 défenseurs, on l'a analysé. Tu fais quoi avec ça? Tu as 3 défenseurs, donc tu as besoin de 9 défenseurs d'habillés. Tu habilles 9 avant. Là, tu es 9 avant sur 82 matchs. Là, je ne sais pas si lui, il l'a poussé jusqu'à analyser au complet à avoir une saison comme ça de 82 matchs. Donc, tu as 9 défenseurs. De 6 à 9, c'est quoi la capacité de tes défenseurs? Si tu es vraiment le défenseur de la Ligue nationale, tes 9 avant, ils vont-tu avoir la langue à terre? Tu penses, rendu au mois de février, à Game 62, au temps de glace, à l'avantage numérique, au désavantage numérique? Moi je ne suis pas contre le voir dans certaines situations. Certaines soirées, ton groupe d'avant va pas bien. Tu as un McDavid, Draisaitl, ça fait 22 points en 14 games pions. Ils sont en feu la première période, la deuxième période. Tu n'es pas capable de répondre à rien. Puis la game est encore tête. Pourquoi pas l'essayer avec 3 défenseurs? J'ai pas de problème avec ça, sauf que si tu en as juste 6 d'habillés, pour le faire un match au complet, une saison au complet, il faudrait que tu aies 9 défenseurs dans ton line-up. Là, l'autre problème, la Ligue nationale, l'association des joueurs, voudrait-il accepter qu'il y ait 9 défenseurs dans une équipe? Ça va créer un précédent, blablabla. Je ne sais pas, tu t'en vas où avec ça, mais je déteste pas l'idée, comme je dis, dans certaines situations où ce que un joueur clé qui est sorti dans ton match, que tu as quelques blessés, puis l'autre équipe te passe sur le corps, mais tu essaies d'avoir 3 défenseurs en bas de zone avec 2 avances à la glace. Je ne sais pas comment tu créerais d'offensive plus qu'avec 3 avants sur la patinoire, mais je serais curieux de le voir dans certaines situations. Moi, le seul commentaire qui me vient en tête, là, puis ça va être assez court, là, on a de la misère à en trouver 6 bons, à en habiller 6 bons dans chaque équipe. Puis là, vous voulez en mettre 9. Elle m'a dit de quoi, là? On va avoir des défenseurs ordinaires en Vera à partir de 7, 8, 9. Là. Hey, ça n'a pas d'allure, ça. Je suis d'accord avec toi. Mais attends une seconde. Ça c'est pas voir le verre à moitié plein, Yann. Je vais te donner un exemple. Tu n'es pas obligé d'habiller 9 défenseurs. Ça peut être dans ton style de jeu de dire, aussitôt que la rondelle est tombée, Dano devient en repli, devient un 3e défenseur. On joue 3 sur la ligne rouge. Et si jamais on s'en va en attaque, tu sais, c'est comme au soccer, là. T'as beau être. Mais c'est pas ça que t'as dit. Je suis pas un king du soccer. Non. 2, 3, 4. Oui, non, mais dans le style de jeu, les gens vont calculer à 3 défenseurs. Ils vont dire qu'il y a 3 gars en arrière. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, Martin. Lui, il parlait vraiment d'avoir des défenseurs. Des défenseurs rétablis. Tu sais, Dano, il est déjà semi-défenseur quand il joue dans sa zone. Là, c'est toujours lui en repli.
c'est toujours lui en support. Mais lui, là, il a poussé en note. Là, lui, là, il veut se faire un nom. On en parle aujourd'hui. Là. Lui, il n'a pas de nom, il veut s'en faire un. Fait qu'on on en parle. Moi aussi, je trouve ça tellement ridicule. Ben, tu sais, en même temps, tu peux pas pousser, tu peux pas empêcher l'innovation. Ça, c'est correct. Là, je suis d'accord avec ça que, tu sais, les coachs essaient de trouver des nouvelles affaires, mais là, à un moment donné, tu sais, c'est pourquoi? Moi, comme amateur, j'aimerais bien mieux avoir à la place 4 attaquants, un défenseur. Ça va être bien plus spectaculaire. Il va y avoir plus de buts, plus d'actions, plus d'erreurs. Ça va être bien plus le fun que là, avoir 3 défenseurs. Voyons donc, ça va être archi plate si ça se met à jouer défensif au coton. C'est déjà plate quand ça joue défensif. Trop, à mon goût. Et là, non, vraiment pas. Jack. Comment il s'appelle? Jack Ann? C'est H-A-N-N, je pense. H.A.N. J'espère qu'il va continuer à coacher Marlies. On ne veut pas l'avoir à Montréal ou à Laval. Moi, c'est pour ça que les analytiques, j'ai de la misère parce qu'il y a une limite à tout. Là, puis déjà qu'on chiale les dernières années que la Ligue nationale ne marque pas assez de buts. Imagine-toi si on joue à 3 défenseurs, comment il va en avoir encore moins. Puis imagine-toi un gars comme Nylander, Matthews, ces gars-là qui attendent à la ligne bleue pour que les 3 défenseurs récupèrent la rondelle. Ils l'envoient dans la baie vitrée. Ça va être le fun pour eux autres de courir après la rondelle toute la game. Surtout que c'est des joueurs qui veulent l'avoir sur la palette. Mais à une certaine limite, tu peux le faire, comme j'ai dit tantôt, mais moi, je suis comme Yannick là-dedans. Je cherche d'autres choses. OK, bien, je vous trouve... Moi, je vais pousser l'enveloppe. Je vous trouve un peu fermé d'esprit. On jase. Le sport est en constante... Yannick Lévesque, écoute-moi bien. Le sport est en constante évolution. La première fois que tu as vu les Rays de Tampa Bay qui n'avaient pas de club, commencer un match avec un releveur pour qu'il passe à travers le haut de la formation pour qu'après ça, ton partant, qui est un peu moins bien, arrive puis qu'il affronte les frappeurs 5, 6, 7, 8, 9 et peut-être se donner un rythme pour arriver contre 1, 2, 3 par la suite. Quand on est arrivé avec le chiffre au baseball où on a mis 4 gars, puis 3 gars, puis des fois 4 gars... Les Rays, pendant les séries, ils mettaient 4 gars au champ extérieur. Je t'avais dit, on va mettre 4 outfielders. T'aurais dit, voyons donc, t'es un pété, man. Le sport étant... Au basketball, il y a eu des changements. Au football, maintenant, on fait des passe-pièges, etc. Il faut que tu ailles à l'autre étape par la suite. Là, j'aimerais bien ça te laisser répondre, mais on s'en va à la pause dans quelques secondes. Garde ta réponse, là, puis tu vas nous la dire rendu là. On va prendre des commentaires des gens également. Il y en a qui disent qu'ils sont d'accord avec toi, Yannick. Je vais les flusher rien que sur un temps. Tu vas voir ça sera pas long. Non. Hey, c'est vrai que les Rays... Hey, Martin, les Rays, ça a bien été. À Game 6 des séries mondiales, les maudits d'analytique. M'en dis donc si ça a bien été. Le son est mauvais, Eric. Le son est mauvais. Il faut que je t'arrête. On s'en va à la pause. Les gens à la télé, le sport extra, puis on revient par la suite. OK, je peux-tu répondre? C'est ça, moi, le monde qui prenait pour Yannick Lévesque. Lequel de vous deux qui veut s'en prendre à moi? Ah ouais, Bélanger. Lévesque, vas-y. Vas-y, Yannick. Je te l'ai dit... OK, je te l'ai dit tantôt, Martin, là, puis là, je te le répète. Là, écoute, là, je suis pas contre l'innovation, puis je veux pas qu'on empêche les entraîneurs, les jeunes entraîneurs d'innover. Mais là, je pense pas que c'est une innovation dans le bon sens. Combien de fois, Martin Lemay, là, qu'on s'est parlé depuis qu'on fait cette émission-là ensemble, là, puis c'était pendant une série, là, cet été, là, qu'on s'est dit « Hey, c'était-tu plate hier, la game? C'était-tu somnifère? C'était-tu long? Il se passe rien? Ouais. » Je me souviens très bien là, qu'on s'est dit ça souvent, OK? Puis là, c'était du hockey de série. Là, dans la saison, un match, je sais pas, là, moi, Arizona contre San Jose. Puis là, ça va jouer le style défensif au coton. 3 défenseurs, 2 attaquants. On ne sent pas dans le bon sens, je m'excuse. Moi, comme partisan, là, comme amateur, ce que je veux voir, c'est des buts, c'est de la vitesse, des bonnes mises en échec. Ça frappe un peu. Moi, j'aime ça quand ça brasse un peu. Qu'il y ait de l'émotion, qu'il se passe de quoi. Je sais que les coachs n'aiment pas ça. J'aime mieux une game qui finit 6-5 qu'une game qui finit 1-0. Parce qu'une game qui finit 1-0, après, on se dit « Hey, c'était un match de goaler, c'était bon, hein? » Ouais, c'était bon. C'était bon une fois. Mais le lendemain, je m'en vais au Centre Bell, là, puis ça me coûte 500$ d'étiquette, là. Puis je m'en vais m'asseoir avec mon gars, là, je suis assis dans les rouges, puis ça finit 1-0 pour Tampa Bay, là. Je vais être en Saint-Étoile d'Arnold, je te le garantis.
Oui, mais ça, mon Saint-Étoile d'Arnold, là, c'est la Ligue va faire qu'il change. Souviens-toi, le basketball avec les défensifs de zone, à un moment donné, on est après tuer le spectacle. Ils sont venus avec du man-to-man, puis c'est la Ligue qui a imposé des choses là-dessus. Les équipes, leur job, c'est de trouver des façons de l'emporter, comme les Rays le font, mettons, au baseball. Puis c'est aux ligues de mettre des règlements pour enlever les anti-spectacles, parce que tu as un spectacle à vendre. Oui, mais eux autres, Toronto, ils ont tellement été pas bons à signer 4 joueurs à 27 millions que là, eux autres, il serait mieux de signer 7 défenseurs à 800 000, 8 ou 9 défenseurs à 600 000 parce que le GM, il a essayé d'innover en signant 4 joueurs d'avant à 11-12 millions chaque. Puis là, il n'y a plus une crise titienne pour aller signer d'autres gars. C'est ça qui se passe à Toronto. Fait que là, ils sont poignés avec des gars qui essaient de se créer des jobs et d'inventer le hockey. Mais il n'y a pas d'autres gars. Là, ils signent Thornton, ils signent tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste aussi, là, dans ce que ces gars-là essaient de faire, là. Moi, ça me frustre. Mais Éric, toi, tu t'assois-tu? Oui, je le vois, là, ça te frustre. Mais tu t'assois-tu des fois avec tes coachs pour essayer de trouver un edge sur quelque chose ou c'est juste de faire ce que les autres connaissent, mais de le faire mieux? Oui, mais tu sais... Je t'écoutais parler du baseball. Le baseball, c'est un sport qui est un petit peu plus facile à innover, je te dirais. Là. Le basketball l'ont fait à une limite. Le hockey, moi, je pense que tu peux pas réinventer la roue dans le hockey. Là. Il y a certaines choses que tu peux faire, peut-être dépendamment du genre d'équipe que tu as. Mais, je veux dire, essayer de marquer un but, il n'y a pas 50 000 façons de réajuster tes affaires. Mais souvent, il faut que ton système de jeu soit en fonction des effectifs que tu as sous la main. Moi, j'ai un système de jeu que j'aime plus que d'autres, mais des fois, dans un line-up ou une saison, je vais avoir une équipe plus de skills ou plus de grinder, je vais changer mon style de jeu. Là. Gars, je vais vous en donner un exemple, moi, d'innovation que j'aime. OK? Puis je veux vous entendre là-dessus. Puis ça va mettre du poids à mon point que je disais tantôt. Ils ont innové dans le hockey. Les prolongations à 3 contre 3, ça n'existait pas, ça, avant. Ils sont arrivés avec ça. C'est spectaculaire. Moi, j'adore ça. Jouerais-tu un match au complet de 60 minutes à 3 contre 3? Non. Ça n'a pas de bon sens. Mais une prolongation, 5 minutes à 3 contre 3, pour qu'il y ait plus de matchs qui se terminent par une victoire d'un côté ou de l'autre, ça en est une belle innovation. On va demander à Martin Brodeur s'il trouve ça bon. Il a Non, je le sais que les goalers n'aiment pas ça, les gardiens n'aiment pas ça. Ah oui, ouais. Je le sais. Mais moi, je parle, c'est qui paye l'étiquette en bout de ligne? C'est qui fait que les joueurs encaissent des bons salaires et que les propriétaires se remplissent les poches? Ben, c'est Joe Tartampion, puis c'est Paul Couture de Sept-Îles, puis l'autre qui achète des billets, puis qui va au Centre Bell. Puis quand tu vas au Centre Bell voir un match, puis que c'est spectaculaire, ou que t'as pogné un méchant match plate, c'est 1-1 après 60 minutes, puis que là, tu t'en vas en prolongation, puis là, c'est du 3 contre 3, puis c'est le fun, puis là, ton équipe gagne. Tu sors de là, t'es content. Ils ont trouvé une façon d'innover pour améliorer le spectacle avec une courte période dans un match. Ils l'ont fait. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça, puis tu fais pas l'unanimité. Puis c'est sûr que les gardiens n'aiment pas ça. C'est un cauchemar pour eux autres. Je comprends ça. Mais quand tu regardes pour l'amateur, moi, je pense que c'est une bonne chose. Hey, Yannick, j'aime l'angle que tu as amené. Vas-y. Non, mais moi, ça me ramène à ce que j'ai vécu dans ma carrière. Tu sais, moi, quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, là, quand j'allais sur un repli défensif, vous allez vous en rappeler, les gars, là, Chris Pronger, ces gros bonhommes-là, je pesais 182 livres mouillés là, ma première année dans la Ligue nationale. on allait chercher notre repli défensif. Si on avait un joueur adverse en avant, là, on appelait ça la corde à linge. Je ne sais pas comment on l'appelait. On le pognait sur le côté de la bédaine. Puis on le ramenait. On se ramenait en avant de lui. Hey, Chris Pronger, on l'appelait le can opener. Il nous mettait le bâton entre les jambes, il le twistait, puis il nous faisait tomber dans la bande à 100 000 à l'heure. Moi, quand tu sais, il y avait des matchs nuls. On n'avait pas de prolongation, on n'avait pas de lancer de pénalité, on n'avait pas de shootout. Fait que, tu sais, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu l'accrochage à full pin. Puis en 2004, quand on a eu le lockout, on a changé les règlements de A à Z. Puis je me rappelle des conversations qu'on avait. Hey, comment tel joueur va être capable de jouer? Comment tel joueur va être capable de jouer dans la Ligue nationale s'il n'est plus capable d'accrocher? Fait qu'on l'a vécu. On l'a vécu, ces ajustements-là, sans vraiment changer le système de jeu, mais on l'a changé d'une façon pour l'améliorer.
justement, comme Yannick disait, pour créer plus d'offensives. Parce que, hey, c'est le festival du slashing, puis de l'accrochage, puis du can opener, puis du butting hook, puis c'était épouvantable dans ce temps-là. Là. Moi, je l'ai vécu, puis j'ai vécu les ajustements. Attends une seconde. Et on s'est ajusté. Oui. Attends une seconde. Je vais t'en donner, moi, des arguments. Là. Ça ne sera pas long. Là. On va revenir de la pause pour les gens qui sont à la télé. Là. Vous voulez savoir si vous avez manqué quelque chose pendant la pause à la télé, puis les gens sur le web qui sont là depuis le début vont vous l'expliquer. Les gens sur le web qui suivent le podcast vont expliquer aux gens à la télé qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous donner ça en quelques commentaires. Il y a quelqu'un qui a écrit « Ouais, Yannick Lady Bing, il n'est pas là aujourd'hui. » Souviens-tu, Yannick, quand tu t'es fait traiter de Lady Bing? C'est Frank qui fait dire que tu es un peu en feu aujourd'hui. Pat Pace 74, écrivez vos prénoms quand vous avez des noms comme ça. Il dit « J'adore le franc-parler d'Éric Bélanger parce que le feu est un peu poigné pendant la pause. » Et là, ça se poursuit. C'est qui ça? Joe Tartampion. Ça, c'est Yannick qui s'est exprimé sur Joe Tartampion pendant la pause également. Quel nom! Et oui, Yannick pour président, je ne suis pas du tout d'accord. C'est Jules qui a écrit ça. Et Gaétan qui en rajoute une couche en disant « Doug Guimond va être de l'ouvrage avec Yannick après le show. » Ça vous donne une idée où c'est qu'on a été pendant la pause. Là, écoutez-moi bien, mes deux dinosaures. Quand les améliorations au hockey ou les innovations au hockey arrivent puis qui favorisent votre club favori, le Canadien de Montréal, quand le style papillon est arrivé puis que Patrick Roy s'est mis à arrêter plus de rondelles puis que le pourcentage d'efficacité a commencé à augmenter puis que ça servait votre nation, soit le Canadien de Montréal, c'était bien correct. Si les nouveaux règlements arrivent dans l'équipe que vous chérissez, là, ça va être correct. Mais si ça arrive, ça brime votre spectacle, puis vous êtes déçu, là, c'est là que c'est pas correct. C'est tout le temps si ça fait notre affaire ou si ça fait pas notre affaire. Ben moi, je pense que le hockey s'est amélioré de beaucoup là, depuis 2004. Là, moi, je suis rentré dans la Ligue nationale début des années 2000, fin des années 80. Tu sais, je veux dire, on a fait un méchant bout. Là. Le hockey est électrisant, les joueurs sont plus rapides, sont plus gros, sont plus forts. C'est plus beau, c'est plus offensif. Là. Si on retourne... Tu sais, dans les années 70, les gars-là, les two-pad stacks, là, je veux dire, le hockey évolue, puis les systèmes de jeu, il y a quelqu'un qui va réinventer quelque chose à un moment donné, puis on va peut-être faire « Ah, ouais, finalement, c'est pas si pire. » Mais le hockey est de beaucoup plus électrisant à voir là, tous les jours, là, depuis qu'on a ajouté l'accrochage, ces choses-là. Moi, je trouve qu'à la limite, on l'a peut-être trop fait parce qu'il y a moins de robustesse, mais ça, c'est un autre débat, là. Ouais, non, OK, c'est ça. en début de show... En tout cas, vas-y, Martin. Vas-y. Ben, c'est ça à dire. En début de show, on a parlé que le Doug Guimond allait être sur le show, puis Éric s'est ouvert sur le fait que le Doug Guimond avait été important dans sa carrière, ou en tout cas pour mettre fin à sa carrière. Je ne sais pas si je l'ai bien, Éric. Mais on va aller le rejoindre tout de suite, le Doug Guimond, pendant qu'on t'a. Éric, comme ça, tu vas pouvoir te défendre. Le Doug, comment ça va? Ça va bien, mais j'ai pas mis fin à la carrière d'Éric. Là, je vais peut-être mettre fin à la carrière de Yannick, par exemple, parce qu'il a vraiment besoin d'un psychologue. Ah oui, il est enragé. Ça va bien, Éric. Oui, ça va bien. Écoute, je veux juste dire de quoi de vraiment important. Moi, je suis docteur en psychologie du sport. Je suis pas psychologue. Vous autres, vous avez besoin de faire affaire avec l'ordre des psychologues parce que ce que vous avez, c'est vraiment des bébites. Puis vous avez besoin de thérapie parce que c'est quasiment de la maladie mentale, ce show-là, à midi. Là. Non, mais tu sais, faut avoir du fun à un moment donné. Puis là, bon, on en a eu. Puis là, cette valeur, parce que c'est arrivé pendant la pause à la télé. Mais je me suis emporté un peu. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu veux trop tout changer, je comprends la jeune génération qui veut l'innover puis changer. Tu peux changer des choses, mais changer dans le bon sens pour améliorer le spectacle. Tu sais, je parlais du 3 contre 3 puis tout ça. Ouais. Mais à un moment donné, là, tu peux pas vouloir changer des choses en faisant en sorte que le spectacle devienne plus plate. Il est déjà assez plate de même. C'est comme toi, Sylvain, là, tes conférences, là, c'est à un moment donné, tu nous parles d'Archimède, puis de Ulysse, puis de tout ça. Là. Tes salles vont se vider. Là. À un moment donné, il faut que ça soit le fun d'écouter. Là. Tu comprends? Puis là, je dis ça, je sais que tu parles pas d'Archimède, puis tout ça, mais quand même. C'est un peu ça que je dis, dans le fond. Non? J'ai pas raison, Sylvain?
Oui, bien, c'est sûr qu'en bout de ligne, c'est les gens qui payent l'étiquette qui décident si le spectacle est bon ou non. Mais je suis d'accord avec Éric en disant que ça a évolué beaucoup. Puis c'est vrai que si on avait Mario Lemieux qui joue aujourd'hui avec 100 accrochages, ça serait assez spectaculaire à voir aussi. Mais je comprends Martin qui amène le point que la game en ce moment, il y a des choses qui changent. Puis on voit comment il y a du monde qui innove avec ce qu'ils ont comme joueurs, comme on a vu dans le baseball. Mais ça va arriver aussi dans le monde du hockey, puis ça va changer, puis on va s'y habituer. Mais moi, je sais pas, j'aime beaucoup le jeu offensif parce que j'espère qu'on n'aura pas 3 défenseurs. Ça, c'est certain, mais qui sait, peut-être qu'il y en a un qui va décider de faire ça à un moment donné. Ou quand on s'est promené avec le puck dans la zone pendant quasiment une demi-heure, quand on a mis, ben ça aussi, c'était un autre point, puis ça change. Puis la Ligue nationale, elle va s'ajuster à ça. Elle veut que les gens apprécient leur spectacle. C'est sûr que c'est ça qu'on veut. Doc, un peu plus tôt dans le show, on a parlé avec Éric. Puis Éric, tout de suite, lui-même, là, sans même qu'on lui demande, il a dit « J'aurais aimé ça, connaître le Doc avant. » Puis malheureusement pour toi, Doc, tu l'as eu à ses pires années. Il était tellement en tas après Edmonton, ça n'avait pas de sens. Il avait commencé à chialer sur Edmonton, sur mon podcast, à On Jase. Puis là, il a amené ça à un autre niveau avec les chums de la poche bleue. Il a même fait un chandail à son nom. Il y a des gens qui te demandent en plus, Éric, de nous sortir à Edmonton. Je ne sais pas si tu vas t'oser le faire à la TV, là. Mais tu vas te garder une gêne? Oui, je vais travailler la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais quand tu es arrivé dans sa vie, là, puis lui, il s'en est jamais caché, je savais pas bien dans ce temps-là, à Edmonton. Qu'est-ce que, tu sais, moi, quand je pense aux psychologues sportifs ou peu importe le titre qu'on peut avoir quand on te rencontre, là, mais moi, j'ai tout le temps à chienne que vous me sortiez la fameuse phrase « Contrôle ce que tu peux contrôler ». Ça, je trouve ça fâchant. Sylvain, t'as pas aidé. Qu'est-ce que tu as pu bien dire à Éric Bélanger pour qu'il passe à travers ce qui passait dans un fleuve un peu plus tranquille que c'était? Bien, Éric, en fait, quand je l'ai rencontré, il y avait des grosses décisions à prendre dans sa vie parce que, j'aurais aimé l'amener à Montréal avec nous. Moi, je n'avais même parlé avec Michel Therrien. Michel disait oui, ça serait le fun, mais c'était difficile parce que pour les mises en jeu, il n'y a pas personne qui fait ça mieux que lui. Hein. Puis, j'aurais aimé ça que ça soit arrivé. On aurait eu à travailler ensemble, mais de façon différente. De la façon dont j'ai travaillé avec Éric, quand je suis arrivé avec lui, c'était en fait, Éric, c'est un super bon gars, mais il ne sait pas qu'il est bon. Fait que c'est un problème. Et il avait tendance tout le temps à voir les autres meilleurs que lui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit là, c'est parce que si je t'avais dit quand tu avais 12 ans que tu serais dans la Ligue nationale un jour, qu'est-ce que tu dirais? Il dit j'aurais été content en crime. Mais je t'ai dit femme ta gueule, t'es rendu dans la Ligue nationale, fait que sois content. Ça, c'était le premier message que je lui ai dit. Et là, il a changé sa façon d'être. Souvent, où il était négatif, il se voyait pas assez bon, puis, tu sais, il était dur avec lui-même, c'est incroyable. Et ça l'a changé un peu, puis c'est vrai que ça l'a aidé gros dans sa façon de performer. Puis par la suite, il a pris une décision super dure. Éric s'en souvient, il est parti jouer en Russie. Moi, je me levais la nuit pour qu'on jase ensemble. Puis un jour, il a fini sa carrière de la bonne façon parce qu'il est allé jusqu'au bout. C'est toujours ça qui arrive à des athlètes, Martin, c'est que quand un athlète, il finit sa carrière en ne sentant pas qu'il s'est rendu jusqu'au bout, il reste frustré, puis il ne fait pas une après-carrière aussi belle que celle qu'Éric est en train de faire en ce moment puis, avec les gens d'RDS. Puis je suis content parce que quand il était en demande dans les médias, quand c'est devenu le temps, j'ai dit « Si tu vas avec quelqu'un d'autre qu'RDS, je ne te parle plus jamais. » Là, il va le avec nous autres. Puis là, il est avec la poche bleue en plus. mais je suis d'accord avec toi, Martin. Quand on dit, tu sais, contrôle ce que tu peux contrôler, puis laisse aller ce que tu peux pas contrôler, tout ça. Moi, j'ai pas cette optique-là de dire contrôle ce que tu peux contrôler. C'est que l'athlète, il a beaucoup plus de pouvoir sur ce qu'il peut faire que ce qu'il croit. Fait que la première chose que tu contrôles, c'est tes pensées, c'est comment tu te vois, comment tu te perçois, puis qu'est-ce que tu vas faire. Fait que pour moi, contrôler ce que tu peux contrôler, c'est que tu peux presque contrôler tout. À moins d'une blessure, des choses que ça, c'est en ce moment, comme ce qu'on vit, la pandémie, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais le reste, il y a bien des choses qu'on contrôle que les gens ne savent même pas.
OK. Là, je veux profiter du fait qu'Éric est encore là, puis je sais qu'on va le laisser par la suite, mais je vais vous poser une question aux deux. Je vais avoir la réponse du joueur qui l'a vécu, puis je vais avoir la réponse du psychologue sportif qui, lui, est là pour encadrer les joueurs dans les équipes. Tu l'as fait, Sylvain, avec plusieurs équipes, dont le Canadien, jusqu'à tout récemment. Là, on vit une situation particulière, c'est une pandémie, donc c'est inquiétant pour tout le monde. Ça touche l'ensemble de la population. Pour un athlète, pour un joueur de hockey professionnel, habituellement, dans sa vie, au mois de novembre, il est sur la route, il est à l'hôtel, il revient à la maison pour une journée ou deux, il requitte. C'est sa conjointe qui s'occupe des enfants, c'est sa conjointe qui s'occupe de la maison, qui s'occupe d'un peu de tout. Le rythme de vie l'été est différent parce que là, on est en congé. Là, les joueurs vivent une situation actuellement où on n'est pas dans la normalité et dans la maison au quotidien. Jusqu'à quel point ça peut venir influencer le mental d'un athlète à ce temps-ci de l'année de devoir composer avec la vie familiale au quotidien, ce qu'ils n'ont pas à faire durant la saison, qui est totalement différente habituellement. Je vais avoir l'opinion du joueur, puis je vais avoir l'opinion du psy là-dessus. Vas-y, Sylvain. C'est ça, quand c'est difficile, tu me passes le puck. Exact. Hein? Tu as toujours fait ça dans ta carrière. Quand ça vient difficile, tu te débarrasses du puck. Non, ça donne au meilleur. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est j'ai vécu de quoi de spécial. Je vais vous ramener sur cet été parce que c'était pas normal d'avoir du hockey l'été. Puis habituellement, les familles des joueurs les ont vécu pendant l'été. Lars Eller, c'est un grand ami, un peu comme Éric l'est. On est restés en contact beaucoup ensemble. Et lui et Julie avaient prévu d'avoir un autre enfant, puis que ça arrive pendant la saison morte de la Ligue. Et il est arrivé pendant qu'il était pris à décider s'il allait dans la bulle ou non. Il est sorti une journée de la bulle, 2 jours en fait, pour aller à sa famille puis revenir. Donc, c'est pas habituel. De vivre ce qu'on vit là en ce moment puis que les joueurs sont arrêtés à cette période-ci, c'est pas non plus habituel. Et c'est vrai que les joueurs, ils sont souvent des bébés gâtés dans leur famille. Puis, Éric, je sais que tu es d'accord avec moi parce que, tu sais, le gars, il fait son petit dodo, il fait attention, il fait ça. Et en fait, toute sa vie est orientée juste sur le hockey. Quand tu sors de là et que tu reviens dans ta famille, c'est un peu un choc. Puis ceux qui sont pas prêts, ben il y en a que c'est difficile de réintégrer une vie familiale normale. Fait qu'en ce moment, je suis certain qu'il y en a bien gros. Moi, comme je dis, là, je vous le dis tout le temps, je suis docteur en psychologie du sport, je suis pas psychologue, je suis pas dans l'ordre des psychologues parce que je traite pas des bébites, je traite de la performance. Mais là, en ce moment, je pense qu'il va falloir demander à l'ordre des psychologues de nous former plein de psychologues parce que je suis certain qu'il doit y avoir bien des chicanes dans des familles en ce moment parce que c'est pas évident, puis il y a la frustration. Puis un joueur de hockey, ce que ça veut, c'est jouer au hockey. Puis là, il peut pas jouer au hockey. C'est extrêmement difficile à vivre. Donc, je ne sais pas, Éric, là, maintenant, je te relance le puck, c'est à ton tour. Oui. Éric, avant que tu y ailles, je vais juste dire, ta femme m'a texté, puis elle se demande ce que tu fais dans la maison, elle était écœurée de t'avoir dans la maison. Vas-y. J'ai une pratique à 2h30 en passant. J'ai un autre job aussi. Hein? Écoute, comme joueurs, là, nous autres, là, on est robotisés. De A à Z, notre cédule sur 12 mois est faite. Puis moi, j'ai souvent mes chums plus proches de moi qui m'écœuraient avec « Hey, as-tu ta feuille à matin avec ta cédule, mon Éric? C'est-tu à midi 22, tu vas et tout? Tu vas-tu faire de dos? Faut-tu que tu manges des patates à midi? » C'était ça que les gars faisaient avec moi. Fait que là, en ce moment, les joueurs de hockey, c'est l'inconnu. Oui, j'écoutais Stéphane White en entrevue justement à RDS, c'était hier ou avant-hier, qui parlait de Carey Price. Que là, Carey Price a recommencé à patiner, à mettre les pads. On est rendu au 12 novembre. Mais normalement, le 12 novembre, le Canadien aurait eu un match. Mais là, en ce moment, j'ai aimé la réflexion que Stéphane a eue, où ce qui est allé en disant, là, on est au mois de novembre, mais là, c'est comme si on était début juin. Les joueurs de hockey, il faut qu'ils soient capables de retourner dans leur routine. Au mois de novembre, on n'est pas habitué de juste recommencer à patiner ou de juste recommencer à s'entraîner. Fait que là, il faut que les gars se reconditionnent dans le temps. On est-tu en juin, on est-tu en juillet pour un début de saison ou en septembre? Mais là, on ne sait même pas si on va commencer le 1er janvier. Fait que c'est difficile mentalement de travailler, de le faire. Oui, c'est le fun, mais là, les joueurs ont certainement l'impression de travailler dans le vide, puis ils sont plus à la maison. On le sait que les joueurs de hockey, c'est plus difficile. On est des gars selfish, on va le dire. Là. La carrière d'un joueur de hockey, si tu ne penses pas à toi en premier, des fois, ça ne dure pas longtemps.
Mais oui, les gars sont quand même contents d'être à la maison, d'être avec les enfants, mais il y en a qui s'ennuient certainement d'aller sur la route. Tellement vrai. Les gars, puis Éric, je sais que tu as une pratique tantôt, là, mais si tu peux rester, reste. Si tu veux t'en aller, sac ton camp. Non, c'est moi le boss. Hey, j'ai pas de game en fin de semaine. J'ai pas de game en fin de semaine. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi tout à l'heure, Martin, il voulait absolument avoir 3 défenseurs. Je vais vous le dire pourquoi Martin, il veut avoir 3 défenseurs. C'est parce que c'est un goaler. Fait qu'il veut pas avoir de rondelle. Il veut que les gars bloquent les shots devant lui. C'est ça, c'est un excellent gardien. C'est un excellent gardien. C'est pour ça qu'il veut 3. Oui, mais j'allais pas là, mais Doc, l'autre affaire là, que on n'a pas dit, puis j'allais pas y retourner parce qu'on avait changé de sujet, mais vu que tu ouvres la porte, les nouvelles stratégies nous permettent de chialer. Tu sais, Cash, là, quand il a décidé d'enlever Snell comme lanceur des Rays, si ça avait marché, on aurait crié au génie. Mais comme ça a fait patate, il s'est fait ramasser left and right. Puis j'ai fait partie de ça. Là. Tu sais, je comprenais le fait qu'il ne voulait pas que son lanceur partait à front pour une 3e fois les mêmes frappeurs des Dodgers. Mais il est le meilleur lanceur. Laisse-les te le prouver. Laisse-les t'amener à la terre promise. Donc, les nouvelles tactiques, au lieu de tout le temps analyser les mêmes maudites affaires, te permettent de pousser plus loin les analyses, puis de la critique ou encenser quelqu'un, ça amène aussi cet aspect-là, en tout cas dans notre job à nous autres. Je voulais juste ajouter ça sur ce sujet. Non, mais Martin, je suis tellement d'accord avec toi. Toute innovation, toute chose qui est créative demande de sortir d'une zone de confort qu'on est habitué. C'est normal. Puis je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, quand c'est arrivé Moneyball, là, il y a un film là-dessus, mais c'est la réalité. Puis il y a plein de choses qu'on aurait dit, qui est sorti avec ça? Puis ça a fonctionné. Puis tu sais, Guy, comme instructeur, lui aussi, il a fait plein de... Tu sais, c'est quelqu'un que vous avez en entrevue souvent, puis c'est quelqu'un d'exceptionnel, puis il est vraiment créatif. Fait que c'est sûr que c'est normal que ça fasse ça. Puis c'est normal que ceux qui sont attachés à leur sport, on veut pas trop changer d'affaires. L'être humain est bien dans ses pantoufles confortables. Ouais. Fait que c'est normal. Je trouve que c'est bien normal. Puis la discussion est saine à avoir. C'est sûr qu'il faut faire traiter Yannick. Parce que Yannick, tout à l'heure, il a dit des gros mots en ondes. Moi, j'ai quasiment pas vu ça. Champion, il en veut. Non. T'as dit Saint-Apollinaire de Félix de je sais pas quoi Non, j'ai dit... J'ai des blasphèmes qui t'appartiennent. En fait, j'ai emprunté une expression de Roger Brulotte. J'ai fait de la radio avec lui longtemps, Martin aussi. Il disait toujours Saint-Étoile d'Arnold. C'est un peu ça, tu sais. J'ai juste emprunté son... C'est pas sacré, ça. Non, j'aurais pu sacrer, mais je l'ai fait une fois au début de la saison quand Peter DeBoer a décidé d'y aller avec Leonard au lieu de Fleury dans les séries. Là, ce midi-là, je l'ai échappé un peu, mais j'ai échappé quelques gros mots. C'était juste une fois. Moi aussi, avec le doc. Moi aussi, j'étais en tabarne parce que c'est un gars de Sorel. C'est ça, exactement. La question que j'avais là, est bien courte, puis ça va être pour tout le monde, puis c'est pas pour vous trois, mais le monde qui nous écoute, le monde qui ont des jeunes enfants à la maison, qui trouvent ça difficile, des ados, etc. Éric, t'as tes gars au midget 3A qui trouvent certainement ça tough de ne pas pouvoir jouer. Moi, Doc, me sens quasiment mal d'être de bonne humeur malgré la pandémie. Moi, ça va bien. Puis pourtant, j'ai perdu une grosse job à la radio, puis c'est des grosses pertes d'argent que je ne pouvais pas me permettre. Puis malgré tout, sais-tu quoi? Tous les matins, je suis de bonne humeur. Je suis hyper chanceux de faire On Jase avec Yann. Je ne suis pas affecté pour 2 cents. Tu comprends-tu? Je trouve ça plate pour ma mère. J'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde qui ont perdu des gens. Je m'implique socialement. J'essaie d'inciter les gens à porter le masque. Je ne suis pas inconscient de ce qui se passe. Mais mentalement, ça ne m'affecte pas. J'ai de l'empathie pour ceux que ça affecte. Je pense que, pour avoir parlé une couple de fois, puis Éric, je vais à la Psycho à Saint-Saëns, je pense que ça t'affecte plus toi que moi. On a des ados à la maison, tout ça. Les gars, ça vous affecte-tu? Puis Doc, faut-tu que je me sente mal de ne pas être down? Puis qu'est-ce que je peux faire pour mon ado? Puis qu'est-ce que je peux faire pour mes chums comme Éric puis Yannick? Yannick a l'air correct, mais Éric, tu sais, je pourrais aller le bercer chez eux. Qu'est-ce que je peux faire? Mais Martin... Martin... Martin, sens-toi pas coupable d'être heureux puis de faire ce que t'aimes
puis sens-toi pas coupable de rentrer chaque matin en étant heureux parce que c'est ce bonheur-là qui est contagieux. Dans les moments les plus difficiles, c'est pas parce que on est heureux qu'on chante, c'est parce qu'on chante qu'on est heureux. Donc, il faut commencer à chanter, puis on va être heureux. Puis c'est la meilleure médecine que tu utilises en ce moment, c'est d'être heureux, puis que ton bonheur se reflète sur les autres, même dans les périodes les plus sombres. C'est surtout là qu'on a besoin de gens comme toi, Martin, qui se sentent heureux, même s'ils vivent des difficultés. Regarde toutes les sociétés qui ont du succès à travers l'adversité. Ils chantent puis ils dansent. Regardez les gens en Afrique qui n'ont pas beaucoup de sous. Tu les vois, les enfants sont dehors nu-pieds, ça danse, ça chante. Ils te mettent des couleurs d'en face. Crime, on dirait, comment est-ce qu'ils font pour être heureux à travers de quoi de aussi difficile? Mais c'est justement ça qu'il faut faire avec nos jeunes. Il faut les encadrer puis leur dire, regarde, on n'est pas si mal pris que ça, puis voici comment on va se rendre heureux. On ne peut pas attendre, il faut vraiment l'enclencher. Puis tu sais, en anglais, il y a une expression qui dit « fake it until you make it ». Bien, ça veut dire la même chose. Si je veux commencer à être heureux, il faut, je pense, de cette façon-là, il faut enseigner à nos jeunes que c'est dans leur soliloque intérieur, la communication interne, qui font en sorte qu'ils vont être heureux ou non. Si t'arrêtes pas de voir des idées noires, puis je m'en sortirai pas, puis ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, bien, c'est sûr que tu vas tomber malade, c'est sûr que tu seras pas bien. Mais si tu vois chaque petite chose qui peuvent être positives, bien, ça va t'aider. Fait que Martin, sens-toi pas mal, on t'aime comme ça, puis change pas. Non, mais tu sais, il y a des kids là, qui jouent pas au hockey présentement, que ce soit midget, junior. Eric coach pas seulement maudit. On jase, mais on rit, mais c'est vrai. Là. Mais non. Ben, tu sais, moi, je vais pas finir la question à Martin. Tu sais, moi, je suis bien, là. J'ai deux belles filles en santé. J'ai une blonde que j'adore. J'ai une belle maison. Je suis bien. J'ai une job que j'adore à RDS. Dans le coaching, je suis pas si malheureux que ça, mais il me manque de quoi. Moi, j'étais un gars j'ai joué dans la Ligue nationale pendant longtemps. J'ai toujours besoin de défis. Là, on dirait que je suis en manque de défis parce que je vois ça à la glace avec mes joueurs à tous les jours. On se creuse les manèges pour trouver des exercices à faire. Je sens que les gars sont en train de baisser parce qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Puis moi, mes 20 joueurs, là, honnêtement, c'est comme si c'était mes gars. Je les aime tellement. Je veux qu'ils performent. Je veux qu'ils se développent. Je veux qu'ils soient repêchés dans le junior pour ceux qui ne l'ont pas été. Puis là, en ce moment, c'est comme si, dans le coaching, je vis le rêve que moi, j'ai vécu à travers eux. Puis je veux tellement qu'ils réussissent que ça me met en maudit puis ça me pèse sur les épaules qu'ils ne peuvent pas réussir à faire ça. Fait que oui, il y a des jours que je trouve ça plus difficile que d'autres, mais d'un autre côté, moi, je suis chanceux de pouvoir leur redonner ça puis de les aider. Puis je le vois que les gars se développent pareil. Puis les gars, là, ils ont du fun pareil, mais il manque le petit quelque chose, là, les 2 matchs de la fin de semaine qu'on n'est pas capable d'avoir puis qu'on ne sait pas quand on va être capable de les avoir. Puis ça pèse beaucoup sur eux autres. Puis je voudrais donc les aider parce que moi, je l'ai vécu, mon rêve. Je l'ai vécu jouer dans la Ligue nationale. Puis pour eux, mais en ce moment, c'est comme on ne sait pas où on s'en va. C'est vrai que c'est dur pour eux. Tu sais, on a tout... Oui, tout à fait. On doit tous s'ajuster. Tu sais, les gars, je vais parler pour moi aussi. Tu sais, mon quotidien, moi, c'était ainsi. Je suis en tournage sur la route avec Orgeux 2.0, puis André, puis je me promène partout, puis j'étais à RDS, puis tout ça. Puis là, du jour au lendemain, ben c'est pour ça qui arrive depuis le mois de mars l'an passé. J'étais à la maison 7 jours sur 7. Moi, du jour au lendemain. Faire des petits tournages, mais... ouais, c'est ça. Tu sais, là, j'avais André. Je passais d'un TDA à un autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Parce que c'est des blagues que je fais, là, évidemment. Tu sais, de vivre au quotidien dans la maison, c'est très différent aussi. Moi aussi, j'ai des ados à la maison, puis moi aussi, mon plus vieux, il joue pas au hockey, puis il s'ennuie. Tu sais, c'est difficile, c'est compliqué. Toutes nos vies sont changées. Là, je sais qu'on va s'arrêter. On va terminer la portion télé, mais on va poursuivre sur le web. Venez nous rejoindre sur RDS. Ouais, je vais juste terminer mon point, Martin, parce que je m'excuse, je t'ai volé à la pause, mais là, j'avais le crachoir, j'ai décidé d'y aller pour éviter la cacophonie. Mais c'est un peu ça. Mais ce qui nous permet de survivre puis de passer à travers ça, puis Martin, je suis convaincu, toi, c'est la même chose, c'est qu'on est capable de s'adapter. On a été capable de s'adapter à nos nouvelles vies, à nos changements. Moi aussi, il me manque plein de choses. Tu sais, Éric en parlait, je suis président de la Ligue Midget 3A. Je capote, là, tu sais, toutes les équipes, tous les joueurs, c'est les 300 meilleurs joueurs au Québec que je suis pas capable de faire jouer sur la glace semaine après semaine. Tu sais, je me gratte la tête, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de trouver de l'argent pour aider les équipes et tout ça. Mais malgré tout ça,
j'ai réussi à m'adapter à ma nouvelle situation de vie, que ce soit professionnel, loisir avec le hockey et personnel également à la maison. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de s'adapter, puis c'est là que c'est important de dire et de le dire haut et fort. Si vous ressentez des problèmes, vous n'êtes pas capable de vous adapter, vous avez des situations, n'hésitez pas à consulter. Appelez à l'aide, demandez de l'aide. Il y a plein de gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Tu sais, un message sur Facebook, il y a plein de réactions, puis un professionnel de la santé qui va être capable de vous prendre en charge, puis il y a de l'argent qui a été lancé par les gouvernements également. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis on le dit très clairement en ouverture d'émission. Éric, tu as consulté, Sylvain, tu as déjà consulté dans ta vie, moi aussi, Martin aussi. Tu sais, à un moment donné, des fois, on a besoin de se faire ramener le chakra dans le centre un peu, là, tu sais, de voir, de réaliser tout ce qu'on a. Puis, des fois, on a tendance à voir ce qu'on a perdu, mais il faut aussi voir ce qu'on a. Moi aussi, j'en ai perdu des contrats. Moi aussi, j'ai perdu de l'argent. Martin, tu as vécu ça aussi. Sylvain, tu faisais plus de conférences à un moment donné. Éric, tu peux pas entraîner tes jeunes sur la glace. Mais en même temps, à côté de nous, ben j'ai des enfants en santé, j'ai une conjointe en santé, j'ai une maison, j'ai un toit. Tu sais, il faut relativiser les choses. C'est bon, je parle comme un psychologue. Ouais, t'as surtout une conjointe qui t'endure, man. Oui, mais tu as raison, Yannick. Il faut que les gens qui en sentent le besoin lèvent la main et disent « j'ai besoin d'aide ». C'est ça qui est vraiment... Ça, et de ne pas avoir peur, tu sais, de demander de l'aide. Tu sais, tantôt, au début de l'émission, Yannick t'a dit « je suis allé faire une émission, puis j'ai rencontré Éric, puis Éric n'a pas eu peur de me dire « hey, j'aimerais ça parler avec Sylvain ». Mais pour ça, il a fallu que lui, il le fasse, de demander, de dire j'ai besoin. Là, mais c'était pas vraiment problématique, c'était plus au niveau de la performance. Mais c'est la même chose au niveau des problèmes d'anxiété que les jeunes vivent. Puis pas les jeunes, puis les moins jeunes, puis tout le monde. Puis il faut être à l'écoute de ça, puis les aider. Là, en ce moment, il y a beaucoup de détresse parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de frustration. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver exactement. Puis c'est vrai pour les plus jeunes, c'est vrai aussi même pour les joueurs de la Ligue nationale qui ne savent pas c'est quoi demain. Demain va être fait de quoi. En tout cas, Éric, j'espère que ça t'a donné des arguments et des outils pour ta pratique. Elle n'est pas faite encore. Je vais aller faire ça avec mon staff. Écoute, je commence à manquer d'idées. Là. Je peux te dire une affaire, il y a des cahiers ouverts partout, puis on se creuse des manèges parce qu'on a les bulles à respecter. Mais écoute, c'est comme Yannick disait, il faut sortir de notre zone de confort. Mais moi, te dire une affaire, je sors de ma zone de confort à tous les jours parce que moi, ce qui me drive, oui, j'aime les pratiques, mais ce qui me drive, c'est aller en arrière du banc, ressentir l'émotion d'un match de hockey. C'est ça qui me manque. C'est comme ma drogue, c'est ça, là, tu sais, puis... les pratiques, je commence à trouver ça redondant. Puis je sens que les joueurs aussi le font, mais c'est pas grave. On va passer à travers, on va avoir appris de ça. Puis les gars, je vous aime. Je suis content d'avoir parlé avec vous autres à midi, mais il faut que j'aille me préparer. J'ai 45 minutes de tout à faire. Mais vas-y, Martin, t'avais une question? Oui, non, ben, je voulais juste... juste... ta pantalon qui match avec ta chemise ou en jogging? T'es en jogging, mes pantalons de coach sont prêts. Je le savais. Nous autres aussi, on t'aime, Éric. On t'aime, Léo. Salut, Éric. Bye, Éric. Salut, Sylvain. Je suis content de t'avoir vu. On se parle bientôt. Salut, tout le monde. Moi aussi, on se parle bientôt. Salut, Éric. Ciao, le chum. Hey, Martin, avec Sylvain, on peut pas terminer l'émission. Il nous reste un petit peu de temps. On peut pas. Et puis, juste vous dire, les gars, là, sur Facebook, là, je reçois plein de commentaires sur l'émission. Je veux juste en lire 2-3, puis après ça, Sylvain, je parle de ton livre. Écoute, il y a Dave Blais qui écrit « Hey, wow, full positif aujourd'hui. C'est incroyable, les gars, ça fait du bien, sauf le trop grand nombre de défenseurs à Martin. » Ça, c'était une petite blague qu'il voulait faire. Charles Leduc, merci. Charles Leduc écrit « Merci pour l'émission, les gars. Les temps sont difficiles. Ça fait du bien. » Écoute, il y en a plein des commentaires. Wow, c'est positif. Merci, boys, ça fait du bien. Je veux saluer vite Stéphane Brunel, Pierre-Luc Dodier, Jeannot Chandonnet, Claude Morin également, Stéphane Dufresne, Puck Drops Gaming. Donnez vos noms, s'il vous plaît. Il y a plein de gens comme ça qui réagissent aujourd'hui. Je vais juste en glisser un petit mot. Mais pour le moment, Sylvain, je veux qu'on parle de ça. Tu me laisses-tu en lire 2-3? Je pense qu'on le voit bien. Ouais, pardon? Pendant que tu montes le livre, laisse-moi aller 2-3 pendant que tu montes le livre à la TV. Là. Vas-y, parfait. Je l'approche. Guillaume qui dit « Quand je suis seul à la job,
Mon heure de dîner est pas mal meilleure depuis que 11 jours et 5 jours semaine. Merci, RDS. Jean-Luc Pigeon, qui m'a écrit hier, d'ailleurs, personnellement, sur mes pages, qui écrit je coach au hockey aussi. Personnellement, je compare ça à l'école. On pratique, on étudie et on fait nos devoirs, mais il n'y a pas de match pour voir notre progression. Comme s'il n'y avait pas d'examen pour voir l'évolution scolaire des jeunes. Tu sais, moi, tout à l'heure, j'allais dire à Eric, là, je vais descendre avec mon stock de goaler qui sert de décor RDS. Là. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mes pads. Là. Je vais me faire humilier par les jeunes. On va se faire une compétition, le fun. Ça va leur mettre du bonheur dans la journée. Je suis certain de m'humilier. Puis on fera le show de là-bas, Yannick. On va descendre avec nos ordi, nos téléphones. Puis on fera le show de là-bas. Moi, je le dis souvent, écrivez-moi si vous êtes down. Je ne suis pas médecin. Là, puis si c'est un gros down, appelez un médecin. Mais si c'est un petit down temporaire, là, vous avez envie de jaser de hockey, il y a plein de façons de me rejoindre. Puis dites-vous que je n'ai pas répondu. C'est juste que je n'ai pas vu le message parce que je ne suis pas bien bon en technologie. Soyez persistant, réécrivez. Puis à un moment donné, je vais le voir quelque part. Puis je vais vous écrire. Puis je vais vous faire la jasette. C'est arrivé cette semaine. Je l'ai fait avec une couple de personnes. Salutations à Patrick, Gaétan, JP Comtois également qui trouve que le show est bon. Jonathan Audet qui dit perso, là. Il dit, lui, c'est son petit garçon de 4 ans là, qui a commencé à jouer Mike, puis il trouve ça triste pour lui. J'ai perdu un des messages qui disait que, dans le fond, le show, il faisait énormément bien. C'était ça son moment de bonheur dans la semaine. Tu sais, si c'est un peu plus down dans le restant de la journée, là, texte Yannick, tu vois ça, il sac pas mal plus en texto qu'à TV. Puis on va jaser, puis sinon, il y a de l'aide, tu sais. Mais le point que tu viens d'amener, Martin, est vraiment important. Le point que tu amènes, Martin, juste une seconde, tu viens de dire que les gens appellent d'autres personnes. Puis souvent, l'aide là, est près de vous autres. Puis tu as raison en disant, textez-moi, puis je vais vous aider. La plus grande aide, c'est ceux qui sont près de vous, puis des gens que vous allez texter, puis ils vont vous aider. On n'a pas besoin tout le temps d'aller vers le maximum, puis d'avoir des professionnels. Juste l'aide de dire, hey, j'ai besoin, écoute-moi, puis la personne te répond. Juste ça fait du bien. Sylvain, il nous reste quelques minutes à peine. Faut que tu nous parles de ton dernier bébé. Des livres, tu en as écrit plusieurs. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de participer à un de tes livres. Là, je me rappelle, j'avais fait une préface. Cela, c'est la puissance de nos différences. Parle-moi de ça. Ça s'adresse à qui? Tu parles de quoi là-dedans? Puis, on peut se procurer ça à quel endroit? Moi, j'ai commencé à le lire d'ailleurs. Oui, bien, on peut se le procurer dans toutes les librairies, partout, avec un monde différent. Mais juste dire un peu c'est quoi le livre, c'est que vu que je fais beaucoup de conférences puis je vais dans les entreprises, souvent, ce qui m'est demandé, c'est que les gens veulent travailler en équipe, mais il y a des différents. Donc, il y a des groupes d'âge. Il y a des gens qui sont différents. Le premier, c'est la différence individuelle. Donc, on est tous un peu différents. On a besoin, chacun des uns et des autres, pour être un tout. La différence au niveau des groupes d'âge, au niveau sexuel, les hommes, les femmes, les orientations sexuelles, au niveau culturel, donc on amène de quoi de différent. Il faut être capable d'en tirer profit de ça. Le culte, qui est nos croyances. Puis le dernier, j'appelais ça vraiment la différence au niveau universel, c'est qu'en bout de ligne, Yannick, on est tous un peu pareils. Donc, ce livre-là s'adresse aux gens qui doivent comprendre que la différence des autres vient ma complémentarité avec moi-même sur mes faiblesses. Donc, plus une équipe est variée, plus l'équipe va bien performer. On ne peut pas avoir tous des joueurs pareils. C'est la même chose n'importe où, dans le monde du sport comme dans le monde des affaires. Donc, ce livre-là s'adressait à être capable de s'accepter les uns et les autres. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais le traduire en anglais puis l'envoyer à nos amis américains qui, en ce moment, ont de la difficulté à s'entendre. Je pense que ça va être mon prochain but, ça. De l'envoyer pour que les démocrates et les républicains commencent à savoir qu'ils sont juste des Américains. Exactement, qu'on arrête de se séparer parce qu'on pense pas pareil. Il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un comprenne qu'il n'y a personne qui pense pareil. Il faut juste respecter l'opinion des autres, même si c'est complètement des fois stupide ce qu'ils peuvent dire. Juste respecter les autres au lieu de la division puis la guerre, puis ramener ça à une guerre civile. Doc, moi, par exemple, je peux challenger ça, par exemple? Oui, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire, tu amènes le point le plus important, c'est nos croyances qui nous séparent et non pas nos différences. C'est les croyances. Et c'est pour ça que tu as raison de dire qu'il faut que j'accepte l'opinion différente des autres. C'est la base du respect des uns et des autres. Oui, tu n'es pas obligé de penser comme l'autre, tu es juste obligé de le respecter. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Tantôt, quand tu disais que ça prenait des gens différents pour faire un bon club, quelqu'un qui n'est pas travaillant va être différent de moi, mais j'ai pas l'impression que ça va m'aider à avoir un bon club, un pas travaillant, mettons.
Ouais, là, t'amènes un bon point. Là, tu me dis que la personne, elle n'a pas une bonne éthique de travail. Ça, c'est très différent parce qu'on va nulle part avec ces gens-là. Mais moi, quand je parle de différence, c'est au niveau des caractères et des personnalités. Donc, la personnalité, tu vois, si tu regardes un exemple, Piquet-Souben avec Markov, deux joueurs complètement différents qui avaient des difficultés à s'entendre au début. Et lorsque les deux ont compris que leur différence amenait de quoi de beaucoup plus puissant, ben, on les a vus travailler ensemble d'une façon exceptionnelle. Et même qu'on a vu Markov donner un bec sur le casse à Piquet-Souben, puis lorsqu'il s'est marié, il l'a invité à son mariage. Donc, ça veut dire qu'on peut accepter la différence de l'autre parce que ça me fait grandir. Mais je suis pas en train de dire qu'il y a des gens, tu sais, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Fait que je suis d'accord avec toi, ceux qui souffrent de rectomyopie, qui ont une optique blanchine derrière, puis qui sont toujours en train de détruire les autres, ça, je suis pas en train d'accepter cette différence-là. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, peu importe dans quel domaine on est. Donc, quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui n'a pas de respect pour le reste de l'équipe parce qu'il ne donne pas l'éthique qu'il doit avoir pour respecter tous ses coéquipiers, ça, c'est inacceptable. Sylvain, je peux-tu t'en poser une dernière avant de terminer l'émission? Elle est assez générale, là. C'est peut-être pas avec le sport, mais je vais faire un lien avec le sport quand même. Actuellement, dans une situation comme on vit partout sur la planète, la pandémie, que ce soit pour les athlètes ou pour les gens en général dans la société, qu'est-ce qui est pire? Vivre avec la peur d'être malade, d'attraper la COVID puis d'avoir des complications, ou de vivre au quotidien avec l'anxiété de ne pas savoir ce qui s'en vient devant nous? Qu'est-ce qui est pire entre les deux? Puis comment qu'on peut régler ça? Vite, vite, là. En fait, dans les deux cas, c'est de l'anxiété et de la peur. Donc, vivre avec de l'anxiété et de la peur, l'être humain peut le faire pour un certain temps, mais pas trop longtemps parce que ça va le rendre malade. Donc, dans les deux cas, autant avoir peur de tomber malade va m'amener à vivre d'anxiété puis à tomber malade de façon psychologique si c'est pas de façon physique. Et de l'autre côté, de vivre comme s'il y avait sans peur puis qu'on fonce à travers puis qu'on peut attraper puis le transmettre aux autres, c'est aussi un manque de respect pour l'ensemble des gens qui sont avec soi puis c'est aussi dangereux autant au niveau de la santé physique que mentale. Donc, dans les deux cas, Yannick, il faut être capable de départager les choses puis faire attention dans les deux cas pour rester le plus en santé possible et le respect des uns et des autres, un peu comme ce que Martin vient de dire par rapport à l'opinion, c'est aussi vrai par rapport à notre santé générale et globale à tous. Oui, mais tu sais, ça, je l'ai vécu beaucoup cette semaine. Je me suis jamais caché. Ma blonde est anglophone, fait qu'on a beaucoup suivi les élections américaines. Puis je trouvais que les gens qui étaient anti-Trump, avec raison, faisait de la séparation un peu comme Trump veut pour pouvoir régner, mieux séparé pour pouvoir régner. Alors que je dis, vous embarquez dans son jeu, vous le détestez tellement que vous venez à vouloir séparer tous ceux qui votent pour lui, dire je ne veux pas parler à ces gens-là. Ben non, vous faites exactement ce que lui veut. Le gars, oui, il ne veut pas embarquer dans la politique, là. Mais si tout le monde se respectait, même si on n'avait pas les mêmes opinions, ça irait beaucoup mieux. On va repartir pour une autre demi-heure. Ben, ça s'appelle de la démocratie. Ça s'appelle de la démocratie. Exact. Respecter chacun les autres. C'est ça le but. Exactement. Ça va être une belle leçon. Toujours le fun. Thank you. Ce que j'allais dire, c'est toujours, comme Martin dit, c'est toujours le fun, mais je voulais te dire, là, je m'ennuie de toi, mon chum, puis on est dû, un jour, cette pandémie-là va finir, puis on est dû pour un bon petit verre de vin rouge ensemble. Moi, je me souviens de quelques soirées dans ta cave à vin qui fut légendaire. Je m'ennuie de ça, je m'ennuie de toi. On va le faire, c'est juste que ma cave à vin n'est pas assez grande qu'on ait 2 mètres de distance. Ouais, c'est ça. Mais sais-tu quoi, Yannick, tu viens de montrer, là, tu fais l'erreur que les gens font. Tu te limites, mon chum. Écoute-moi comme faut. Là, en ondes, organise un meeting, Zoom. Moi, toi, le doc, on appelle un autre chum, Bellé, n'importe qui. Prenez-vous chacun un verre de vin, je me prends un jus de pomme. Puis il n'y a pas de raison qu'on se parle pas en Zoom, mon chum. Tu n'es pas obligé d'attendre que ça soit fini. Ça, c'est que tu attends que la vie te rattrape. Propose à la vie un rencontre avec 3 de tes chums, un verre de vin, le gros, puis impose-toi-les, mets-les dans l'horaire, puis fais-les. Puis ça, c'est le message pour tout le monde. Arrêtez de dire à vos chums, on va attendre que ça passe. Faites-vous un Zoom, appelez-vous. T'as raison, là, à 100%, t'as raison. Mais moi, je vais juste ajouter à ça, je m'ennuie du côté humain. Le contact humain, moi, me manque énormément. Mais tu le sais, Martin, on est des bons amis aussi. Tu sais, le contact humain, là... C'est correct, Zoom, là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais vous avez toutes les deux raison, les boys. L'être humain est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il le perd.
Donc, en ce moment, Ouais, on vient d'être distancés. Puis là, on réalise comment notre vie est importante d'être ensemble. Fait que je suis d'accord avec toi. J'ai hâte qu'on se retrouve en personne. Puis je suis d'accord aussi avec Martin en disant que si on ne peut pas le faire, imagine si cette pandémie-là était arrivée il y a juste 30 ans. On n'aurait pas eu toutes ces technologies-là qui nous permettent d'être ensemble, puis même de parler à l'ensemble des gens au Québec à distance, ce qui aurait été pratiquement impossible de penser qu'on pourrait faire ça. Mais l'être humain s'adapte, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Puis en ce moment, on fait les choses différemment. Puis votre émission, là, les boys, c'est exactement ça. Vous faites les choses différemment, puis ça fait du bien au monde. Donc, arrêtez pas et continuez à innover. On n'est même pas dans le hockey, là. On n'est même pas Exactement. On n'est même pas dans le hockey, en plus. Exactement. Tu as raison, Doc. On va se faire un zoom. Moi, je vous le dis. Dans un de mes zooms avec mes chums, là, j'ai plus jasé. Parce que quand on est en chum, tu sais, tu laisses les autres parler, tu observes. Là, en zoom, tu n'as pas le choix. Si tu ne parles pas, tu es un câble. Là. Fait que là, j'ai plus jasé puis ri dans ce zoom-là. Puis ça a fini avec, à minuit, là, tout le monde a fait « Hey, les gars, ça n'a pas de sens, je me travaille demain. » Jamais on serait resté jusqu'à minuit un jour de semaine à jaser, puis de tout et de rien, puis de rien. Faites-les chez vous, puis on le fera nous autres, Yann. Organise ça avec le doc comme ça, jaser au doc aussi. Je suis tellement d'accord avec toi, Martin. Ben oui, on va refaire le monde. Ouais. Hey, Sylvain, merci beaucoup. C'était bien le fun. Bien le fun. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Sylvain. Saluera Joanne. Merci. OK, je l'embrasse pour ça. Salut, Martin. Toi, en espérant qu'elle n'est pas trop traumatisée. Ciao. Elle est traumatisée de t'avoir aidé, Martin. Elle s'en est jamais remis. Ouais, c'est ça. Salut. Pauvre chouette. Bye. Hey, c'était bien le fun le midi encore, Martin. Hein? C'est quelle émission complète. On a dérapé un peu. On va ailleurs, puis j'aime ça. Ça fait différent. Ouais, mais c'est correct. Je lisais les commentaires des gens. Je pense que ça touche les gens aussi. Puis ceux que ça les rejoigne pas, c'est correct aussi. Mais on l'a dit, il faut être différent. Il faut faire les choses différemment. Puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. C'était bien le fun, mon chum. Hey, puis sais-tu quoi? Il reste juste nous autres, de toute façon. Là, tout le monde l'a dit, il n'y a plus personne qui se connecte à 1h10. Là. On va faire un zoom avec les chums, là, le doc, puis tout ça. Là, puis on en fera un autre chose. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire à un moment donné? Un zoom. Je ne sais pas comment ça marche. Honnêtement, je suis pourri là-dedans. Je ne connais pas les codes, je ne connais pas rien. On fait un zoom, puis les réguliers dont on jase, je ne sais pas combien on peut rentrer de personnes, là, mais on se fait une demi-heure, 45 minutes avec ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. On va les voir pour la première fois parce qu'on les voit pas, eux, ils nous voient, mais on les lit. Puis là, on va leur jaser de hockey, de tout puis de rien, de la vie. Ah ouais. Puis comme ça, on aura un autre lien différent avec eux autres. On fera ça, on organisera ça. Tout à fait. Ça pourrait être le fun, on pourrait organiser ça. Hey, je veux remercier Joël C., Valérie Gautrin et toute l'équipe. Oui. Merci à toute l'équipe. Valérie à la réalisation, toute l'équipe technique à RDS également. Vous avez fait tout un travail, tous les jaseux sur les différentes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Éric et à Sylvain. Martin, moi, je te quitte pour quelques jours. Je m'en vais en tournage pour Hors-jeu au Québec, par exemple, mais on tourne avec Jonathan Huberdeau et Antoine Roussel au cours des prochains jours. Donc, c'est François Gagnon qui va me remplacer avec toi demain et lundi. Puis moi, je serai de retour avec toi mardi. Puis mardi, entre autres, comme invité, Anthony Beauvillier. Ça va être le fun de jaser avec lui. OK. Puis là, demain, je suis avec François, puis on reçoit Guy, puis Steph. Steph Leroux, puis Guy Boucher. Pas des jaseux, ça? Tu vas te rendre à 1h15, comme à chaque jour. Il est encore sur 1h15. À tous les jours, on finit. On devrait dire que midi à 13h15. Oui, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se rejase demain pour nous autres. Puis Yann, on se parle la semaine prochaine. Bye. Salut!